un télescope d'une valeur de 10 milliards de dollars a découvert des galaxies qui ne pouvaient physiquement pas exister. Des étoiles, nées alors que l'univers n'avait que 200 millions d'années. Des trous noirs de la taille d'1 milliard de soleils, là où il n'aurait dû être que de minuscules embryons. En 3 ans de travail, James Webb a détruit notre représentation de l'espace, si fondamentalement que les scientifiques discutent sérieusement d'une révision des lois fondamentales de la physique. Chaque jour, ce télescope voit ce qu'il ne devrait pas voir. Et aujourd'hui, nous allons analyser les découvertes les plus choquantes de l'appareil qui est littéralement en train de réécrire les manuels d'astronomie en ce moment même. Les amis, si les énigmes du cosmos et les percées scientifiques qui changent notre regard sur l'univers vous intéressent, abonnez-vous absolument à la chaîne et mettez un j'aime. Devant nous, nous attend un voyage vers les objets les plus anciens de la création. Et, croyez-moi, chacune de ces découvertes mérite un film à elle seule. Ne manquez pas les autres épisodes sur la façon dont la science accomplit une révolution littéralement sous nos yeux. Imaginez une machine à voyager dans le temps, pas celle des romans fantastiques où le héros appuie sur un bouton et se retrouve dans le passé. Non, la vraie machine à voyager dans le temps fonctionne différemment. Elle regarde simplement dans l'obscurité du cosmos assez longtemps et assez attentivement. La lumière voyage à une vitesse finie. Cela signifie que plus un objet est loin, plus la lumière qui nous parvient de lui est ancienne. En regardant une galaxie à 1 milliard d'années-lumière, nous la voyons telle qu'elle était, il y a 1 milliard d'années. James Webb regarde beaucoup, beaucoup plus loin. À l'été 2024, le télescope a enregistré une galaxie dont la lumière a voyagé vers nous pendant 13,5 milliards d'années. Pensez à ce chiffre. Le Big Bang s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Et cette galaxie existait déjà seulement 280 millions d'années après la naissance de l'univers lui-même. À l'échelle cosmique, c'est un instant. C'est comme si un enfant apprenait à parler 1 minute après sa naissance. La galaxie a été nommée JADES GS Z14-0 ou MOM Z14. Il n'y a rien de romantique dans ce nom, mais il y a une précision scientifique froide. Les lettres et les chiffres cachent une véritable bombe pour l'astrophysique, parce que, selon toutes nos théories, modèles et calculs, une telle galaxie ne pouvait pas être là. Il n'y aurait tout simplement physiquement pas eu assez de temps. Les galaxies se forment à partir de gaz. Le gaz se comprime sous l'action de la gravité, les premières étoiles s'allument. Les étoiles attirent plus de gaz, de nouvelles étoiles naissent. Le processus se déroule progressivement, étape par étape. Pour cela, il faut des centaines de millions, voire mieux, des milliards d'années. Mais MOM Z14 n'a pas lu les manuels. Elle brillait déjà puissamment et intensément, alors que l'univers venait tout juste de cesser d'être une soupe chaude de particules élémentaires. Les astronomes ont vérifié les données, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils ont utilisé la spectroscopie, une méthode qu'on ne peut pas tromper. Lorsque la lumière d'un objet est décomposée en ondes constitutives, nous voyons l'empreinte unique de sa composition chimique et la distance qui nous en sépare. Le spectre a confirmé, la galaxie est réelle. La distance est correcte. L'âge est incroyable. Et ce n'est pas la seule trouvaille problématique. Webb a découvert toute une série de galaxies records. Chacune d'elles existait dans le premier demi-milliard d'années après le Big Bang, et elles sont toutes brillantes, beaucoup plus brillantes qu'elles ne devraient l'être. Les modèles informatiques de formation des galaxies prédisaient de petits amas d'étoiles ternes à cette époque. Au lieu de cela, Webb voit des galaxies à part entière, avec des milliards d'étoiles à l'intérieur.
l'un des astronomes ayant étudié ces données a déclaré dans une interview « Soit nos modèles sont incorrects, soit la physique fonctionnait différemment à l'époque. Il n'y a pas de troisième option, car les observations ne mentent pas. Le télescope n'invente pas les galaxies. Elles brillent là-bas, existent et exigent une explication. Les tentatives pour expliquer le phénomène ont commencé immédiatement. Peut-être que les premières étoiles se formaient plus vite que nous ne le pensions. Peut-être que la matière noire se comportait différemment dans l'univers jeune. Et si le mécanisme d'effondrement gravitationnel était plus efficace? Les questions se multipliaient. Les réponses sont pour l'instant peu nombreuses. Chaque hypothèse engendre de nouveaux problèmes. Si les étoiles se formaient plus vite, pourquoi se sont-elles arrêtées plus tard? Si la matière noire se comportait différemment, où sont les preuves de cela dans d'autres observations? Webb a continué à creuser plus profondément. Les astronomes l'ont dirigé vers des zones du ciel déjà étudiées par Hubble. Hubble voyait là de faibles taches floues. On pensait que c'était de lointaines galaxies ternes. Webb a montré les détails. Et il s'est avéré que certaines de ces taches ne sont pas du tout des galaxies à un stade tardif de développement. Ce sont de jeunes galaxies à l'aube des temps. C'est juste que la lumière venant d'elles a rougi si fortement à cause de l'expansion de l'univers que Hubble les distinguait à peine. Le décalage vers le rouge, c'est la clé pour comprendre ces trouvailles. Lorsqu'un objet s'éloigne de l'observateur, les ondes lumineuses s'étirent. La lumière bleue devient rouge. Le rouge part dans la gamme infrarouge. Et l'infrarouge est exactement ce pourquoi James Webb a été créé. Son miroir est recouvert d'une couche d'or ultra fine qui réfléchit parfaitement les ondes infrarouges. Ces détecteurs sont refroidis presque jusqu'au zéro absolu pour que le propre rayonnement thermique du télescope ne brouille pas le signal des objets anciens. Tout dans cette machine est conçu pour une seule tâche, voir ce qu'il y avait au commencement. Et voici le paradoxe. Plus Webb regarde dans le passé, plus il découvre d'objets qui ont l'air trop adultes pour leur âge. La galaxie GN-Z11, par exemple, compacte, brillante, existait 400 millions d'années après le Big Bang. On y a découvert des éléments chimiques, azote, oxygène, carbone, en quantité qui aurait dû s'accumuler pendant des milliards d'années de synthèse stellaire. Mais cette galaxie n'avait pas des milliards d'années. Elle n'avait que 400 millions d'années. D'où viennent tant d'éléments lourds? Les étoiles les produisent dans leurs entrailles et les rejettent lors des explosions de supernovas. Plus il y a de générations d'étoiles qui ont vécu et sont mortes, plus les éléments lourds se sont accumulés dans la galaxie. C'est comme les arbres dans une forêt. Par les cernes annuelles, tu détermines l'âge. Par la composition chimique de la galaxie, tu détermines son histoire stellaire. Et l'histoire de GN-Z11 dit « Ici, plusieurs générations d'étoiles ont déjà eu le temps de naître et de mourir. Pourtant, l'univers lui-même avait à peine quelques pourcents de son âge actuel. Imaginez un chantier. Vous posez les fondations d'une maison et vous partez déjeuner. Vous revenez 1 heure plus tard, et à la place de la fosse se dresse un gratte-ciel terminé avec des locataires aux fenêtres. C'est à peu près le sentiment qu'ont éprouvé les cosmologistes en regardant les données de Webb. Des processus qui auraient dû prendre des milliards d'années ont d'une manière ou d'une autre tenu dans des centaines de millions. Les lois de la physique n'ont apparemment été annulées par personne, mais le résultat est tel que si on les avait annulées. Certains scientifiques ont supposé que le problème n'était pas dans les galaxies, mais dans nos méthodes de mesure des distances. Peut-être que ces galaxies ne sont en fait pas si loin. Peut-être que le décalage vers le rouge est causé non pas par l'expansion de l'univers, mais par autre chose. Ils ont vérifié, revérifié, utilisé des méthodes indépendantes.
Les distances ont été confirmées. Les galaxies sont vraiment là, dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc, il ne reste qu'une chose, revoir la théorie de la formation des galaxies et la revoir radicalement, parce que les modèles actuels ne se trompent pas, juste un peu. Ils ratent leur cible d'ordre de grandeur. Ce n'est pas une petite correction dans les calculs, c'est un aveu. Nous ne comprenons pas quelque chose de fondamental dans la façon dont fonctionnait l'univers primordial. Et maintenant, réfléchissez à ceci. Ces galaxies, nous les voyons telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années. Où sont-elles maintenant? En quoi se sont-elles transformées au cours des époques passées? Peut-être que l'une d'elles est devenue un amas géant, semblable à notre Voie lactée. Ou peut-être se sont-elles heurtées depuis longtemps à des voisines et ont fusionné en une superstructure unique? Nous ne le savons pas, parce que la lumière de leur état actuel nous parviendra dans des milliards d'années, si elle nous parvient tout court, compte tenu de l'expansion accélérée de l'univers. Voilà le prix de la connaissance. Nous voyons le passé, nous voyons le début, mais le présent de ces objets restera pour nous à jamais un mystère. Ils sont là-bas, dans un lointain impensable, continuant leur évolution. Des étoiles naissent, des supernovas explosent, peut-être que la vie émerge. Et nous regardons leurs photos d'enfance et essayons de prédire à partir d'elles comment elles sont devenues adultes. Mais même ces photos d'enfance sont si étranges qu'elles nous forcent à douter de tout ce que nous savions sur l'enfance de l'univers. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ce n'est que le début de l'histoire de ce qu'a vu James Webb. Les galaxies anciennes sont une énigme en elles-mêmes, mais à l'intérieur d'elles se cache un mystère encore plus grand. Les trous noirs. Pas les trous noirs ordinaires qui se forment lors de l'effondrement d'étoiles massives. Il s'agit de monstres, de trous noirs supermassifs, avec une masse de millions et de milliards de soleils. Et eux aussi se sont avérés être là où ils ne devaient pas être. Au centre de presque chaque grande galaxie vit un tel trou noir. Au centre de notre Voie lactée sommeille un monstre nommé Sagittarius A étoile. 4 millions de masses solaires, comprimées en un point. Une masse énorme, mais elle s'est accumulée pendant des milliards d'années. Le trou noir absorbait progressivement la matière, grandissait, prenait du poids. Le processus est lent. Il a eu assez de temps. La Voie lactée a environ 13 milliards d'années. Maintenant, retournons dans l'univers primordial. James Webb a trouvé des galaxies actives, des quasars, existant 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. En leur centre font rage des trous noirs supermassifs, et pas des versions enfantines de quelques milliers de masses solaires. Non, il y a là des géants à part entière, des milliards de masses solaires. Comment ont-ils eu le temps de devenir si grands en si peu de temps? Un trou noir a une limite de vitesse de croissance. Cela s'appelle la limite d'Eddington. Lorsqu'un trou noir dévore de la matière, celle-ci chauffe à des températures monstrueuses et commence à briller. La pression de ce rayonnement repousse la matière environnante. On obtient un équilibre. Le trou noir ne peut pas absorber la matière plus vite qu'à une certaine vitesse. Sinon, il repoussera lui-même sa nourriture. Cette limite est rigidement liée à la masse du trou noir. Plus il est lourd, plus il peut manger, mais toujours avec une limitation. Les astrophysiciens ont calculé que si l'on prend un trou noir de masse stellaire, disons 10 soleils, et qu'on le laisse grandir à la vitesse maximale possible sans violer la limite d'Eddington, au bout de 700 millions d'années, il atteindra au maximum quelques dizaines de milliers de masses solaires, peut-être 100 000 dans des conditions très chanceuses, mais en aucun cas 1 milliard. Les mathématiques ne collent pas, la physique ne le permet pas. Et pourtant, Webb montre, ils sont là. Un quasar dans la galaxie au nom complexe
contient un trou noir en son centre de centaines de millions de masses solaires. L'âge du système est de 570 millions d'années après le Big Bang. Le spectre de rayonnement montre que le trou noir absorbe activement de la matière en ce moment même. Le gaz autour de lui tourne à des vitesses énormes, des signes de puissants rayonnements ionisants. Tout indique un monstre en croissance en plein milieu de son déjeuner. D'où vient-il? Il y a plusieurs options, et toutes sont problématiques. Première, peut-être que les trous noirs naissaient directement grands, pas à partir d'étoiles, mais par l'effondrement direct de nuages de gaz géants. La théorie permet cela. Dans certaines conditions, un nuage de gaz peut s'effondrer en un trou noir, en sautant le stade stellaire. On obtient tout de suite quelques milliers, ou même des dizaines de milliers de masses solaires. Cela accélère le processus, mais même avec un tel avantage, atteindre 1 milliard de masses en un demi-milliard d'années est très, très difficile. Deuxième option. Peut-être que la limite d'Eddington dans l'univers primordial ne fonctionnait pas si strictement? Peut-être que les conditions permettaient au trou noir de dévorer la matière 10 fois plus vite que le maximum théorique? Mais alors, pourquoi n'observons-nous pas cela maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Les lois de la physique semblent universelles et ne changent pas avec le temps. Si la limite ne fonctionnait pas à l'époque, elle ne devrait pas fonctionner maintenant non plus. Or, elle fonctionne. Nous le voyons sur l'exemple des quasars modernes. Troisième option, la plus radicale. Et si ces trous noirs n'avaient pas grandi du tout? Et s'ils étaient nés énormes? Il existe une hypothèse des trous noirs primordiaux, des objets formés non pas à partir d'étoiles, mais directement au moment du Big Bang, à cause de fluctuations de densité dans la matière primordiale. Théoriquement, ils pouvaient avoir n'importe quelle masse, de microscopique à gigantesque. Peut-être que ces monstres que nous voyons dans les galaxies anciennes sont des trous noirs primordiaux attendant simplement le moment où assez de gaz se rassemblerait autour d'eux pour former une galaxie. Vérifier l'hypothèse est difficile. Les trous noirs primordiaux, s'ils existent, doivent avoir certaines différences par rapport aux trous noirs d'origine stellaire. Mais comment les détecter à une distance de milliards d'années-lumière? Webb peut mesurer la masse d'un trou noir par la vitesse de rotation du gaz autour de lui, peut déterminer la composition chimique de ce gaz, peut estimer le rythme d'absorption de la matière. Il fait tout cela. Mais il n'y a pas encore de moyen direct de dire « ce trou noir est primordial et celui-là vient d'une étoile ». Pendant que les scientifiques débattent des théories, Webb continue de trouver de nouveaux exemples. On a découvert toute une population de ce qu'on appelle les petits points rouges. Sur les clichés, ils ressemblent exactement à cela, de minuscules taches rougeâtres. Au début, on pensait que c'était juste des galaxies lointaines, fortement rougies à cause de la distance. Puis, on a regardé plus attentivement. Il s'est avéré qu'à l'intérieur de ces points se cachent des noyaux compacts et brillants, le signe d'un trou noir actif. L'analyse spectrale a montré des lignes de rayonnement caractéristiques, de l'hydrogène chauffé à des millions de degrés, un rayonnement ultraviolet intense, une rotation rapide du gaz. Tout indique un quasar, un trou noir supermassif actif. Mais la taille de l'objet est minuscule selon les normes cosmiques. Un quasar ordinaire est un noyau brillant au centre d'une grande galaxie. Et ici, c'est comme un quasar sans galaxie, ou une galaxie qui n'a pas encore eu le temps de grandir autour du trou noir, ce qui renverse encore une fois l'image habituelle. Nous pensions que la galaxie se forme d'abord, puis que le trou noir grandit en son centre. Mais ici, il semble que le trou noir soit apparu en premier.
Un des astronomes a comparé la situation de manière imagée à la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui est premier? La galaxie ou son trou noir central? Avant Webb, on considérait que c'était la galaxie. Elle crée un puits gravitationnel dans lequel le gaz s'accumule. Une condensation centrale se forme. Un trou noir naît. Logique, séquentiel. Mais les quasars anciens suggèrent que peut-être tout était inversé. D'abord, le trou noir, puis la galaxie autour de lui. Le trou noir, comme un embryon autour duquel cristallise le système stellaire. Si c'est vrai, il faudra réécrire la théorie de la formation des galaxies depuis zéro, car les modèles actuels sont construits sur la supposition d'une croissance hiérarchique, progressive des structures. D'abord, de petits grumeaux de matière noire, puis le gaz tombe dedans. Le gaz forme des étoiles, les étoiles s'assemblent en protogalaxies, les protogalaxies fusionnent en galaxies, les galaxies s'unissent en amas. Un processus de bas en haut, du petit au grand. Mais si les trous noirs se formaient plus tôt que les galaxies, cela signifie que le processus se déroulait en parallèle, ou même dans l'ordre inverse. Les trous noirs pourraient ne pas être la conséquence de la formation des galaxies, mais leur cause. Le puissant rayonnement d'un trou noir en croissance pouvait ioniser le gaz environnant, le rendant transparent à la lumière. Il pouvait lancer des vagues de formation d'étoiles à une certaine distance de lui-même. Il pouvait nettoyer la zone centrale du gaz, empêchant de nouvelles étoiles de s'y former. Tout cela change l'image du cosmos primordial. Et savez-vous ce qui est surprenant? Chaque nouvelle observation de Webb n'ajoute pas de la clarté, mais de nouvelles questions. On a découvert une galaxie ancienne. Une question est apparue sur la vitesse de sa formation. On a trouvé un trou noir précoce. Une question a surgi sur le mécanisme de sa croissance. On a vu un quasar sans galaxie. Une question s'est posée sur la séquence des événements. C'est comme dérouler une pelote, et elle ne fait que s'en mêler davantage. Mais c'est là le charme de la science. De bonnes observations engendrent de bonnes questions, et de bonnes questions nous font avancer. Les trous noirs dans l'univers primordial se sont avérés si problématiques que certains astrophysiciens ont sérieusement commencé à discuter de la possibilité d'une nouvelle physique. Peut-être que la gravité fonctionnait alors un peu différemment. Peut-être que les constantes des interactions fondamentales avaient d'autres valeurs. Cela semble fantastique, mais quand les observations refusent obstinément d'entrer dans aucun modèle existant, il faut examiner même les options fantastiques. D'ailleurs, il y a une explication plus conservatrice. Peut-être avons-nous simplement sous-estimé l'efficacité des processus naturels. Peut-être que les conditions dans l'univers primordial étaient si idéales pour la croissance des trous noirs qu'ils réussissaient à balancer à la limite d'Eddington en permanence, sans pause. Les quasars modernes se nourrissent par à-coups. Tantôt ils mangent, tantôt ils se reposent. Mais les anciens, peut-être, mangeaient en continu. Cela leur donnerait un avantage temporel et permettrait de grandir plus vite. L'hypothèse est de travail, vérifiable. Webb peut tenter de trouver des preuves d'une alimentation continue en analysant les spectres des quasars anciens. Pour l'instant, le point final n'est pas mis. Les trous noirs de l'univers primordial restent l'une des principales énigmes de l'astrophysique moderne. Webb donne des données. Les scientifiques construisent des modèles. Les modèles ne concordent pas avec les données. Ils construisent de nouveaux modèles. Et ainsi de suite en boucle. C'est un processus scientifique normal, seulement d'habitude il s'étire sur des décennies. Et ici, tout se passe sous nos yeux littéralement, année après année. Parce que Webb ne fait pas juste de belles images. Il frappe avec un marteau sur les fondations de nos connaissances et regarde où vont apparaître les fissures. Allons plus loin.
Parce que si les trous noirs posent des questions inconfortables, alors les étoiles de la première génération sont carrément le saint Graal de l'astronomie. On en parle depuis un demi-siècle. On construit des théories, on dessine des modèles, mais on ne les a jamais vus en vrai, jusqu'à récemment. Dans l'univers après le Big Bang, il n'y avait que de l'hydrogène, de l'hélium et des traces de lithium. C'est tout. Aucun élément lourd. Carbone, oxygène, fer, or, rien de tout cela n'existait. Ces éléments sont produits dans les entrailles des étoiles et lors des explosions de supernovas. Cela signifie que les toutes premières étoiles se formaient à partir de la matière primordiale la plus pure, seulement hydrogène et hélium. Les astronomes appellent ces étoiles la population 3, la population numéro 3, ou, simplement, les premières étoiles de l'univers. La théorie prédit, ces étoiles devaient être des géantes, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de masses solaires chacune. Parce que, sans éléments lourds, le nuage de gaz refroidit et se fragmente plus difficilement. Les étoiles modernes naissent en petits groupes. Les éléments lourds dans le gaz l'aident à refroidir et à se désintégrer en grumeaux séparés. Mais le gaz primordial refroidissait mal. On obtenait d'énormes grumeaux monolithiques. D'eux se formaient des étoiles supermassives. Une telle étoile vivrait très peu de temps. Plus une étoile est massive, plus elle brûle son carburant rapidement. Une étoile de 100 masses solaires ne vivrait que quelques millions d'années. Ensuite, un effondrement catastrophique et une explosion de supernova d'une puissance colossale. Cette explosion disperserait dans le cosmos les premiers éléments lourds, synthétisés dans les entrailles du géant. Et de ce gaz enrichi se formerait la génération suivante d'étoiles, déjà avec un mélange de métaux. Le problème est que les premières étoiles sont mortes depuis longtemps. Elles vivaient dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang et ont rapidement brûlé. Nous pouvons voir des galaxies de cette époque, mais on ne peut pas y distinguer les étoiles individuelles. Trop loin. Même Webb ne peut pas résoudre les étoiles individuelles à de telles distances. On dirait une impasse, mais il y a une astuce. Lorsqu'une étoile de population 3 explose, elle laisse derrière elle une empreinte chimique particulière. Dans son spectre, il doit y avoir beaucoup d'oxygène, de carbone, de néon, mais extrêmement peu de métaux plus lourds comme le fer. C'est lié au fait que les étoiles supermassives synthétisent les éléments jusqu'à une certaine limite, et ensuite, l'explosion les disperse dans l'espace. Si on trouve un nuage de gaz avec une telle composition spécifique, on peut dire avec certitude, ici a explosé récemment une étoile de la première génération, et James Webb, semble-t-il, l'a fait. Dans la galaxie GN-Z11, existant 200 millions d'années après le Big Bang, on a découvert des signes d'une composition chimique caractéristique du rejet d'une supernova de population 3. Beaucoup d'oxygène, beaucoup de carbone, presque pas de fer. Le rapport idéal pour le reste d'une explosion de première étoile. Bien sûr, il n'y a pas de certitude absolue, il peut y avoir des explications alternatives, mais c'est le meilleur candidat pour une étoile de population 3 que nous ayons jamais trouvé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les premières étoiles ont réellement existé, qu'elles étaient massives, qu'elles ont brûlé rapidement et que leurs explosions ont lancé le processus d'évolution chimique de l'univers. Sans ces premières étoiles, il n'y aurait pas de carbone pour les molécules organiques, pas d'oxygène pour l'eau, pas de fer pour les noyaux planétaires. Tout ce dont nous sommes composés est né dans les entrailles de ces anciens géants et s'est dispersé dans le cosmos au moment de leur mort. Imaginez une étoile solitaire dans l'espace vide. Autour d'elle, seulement de l'hydrogène, de l'hélium et l'obscurité. Il n'y a pas encore de galaxies, pas encore de planètes.
Seulement cette étoile, brûlant inimaginablement fort, des millions de fois plus brillante que le Soleil. Elle vit 3 millions d'années, une durée énorme selon les normes humaines, mais un instant pour une étoile. Pendant ce temps, elle a le temps de synthétiser dans ses entrailles les premiers atomes de carbone, les premiers atomes d'oxygène, les premiers atomes de silicium et de soufre. Ensuite, le noyau épuise le carburant, la pression chute, la gravité comprime l'étoile en un point. La température au centre s'envole jusqu'à des milliards de degrés. Une explosion se produit, qui brille pendant une courte période plus fort qu'une galaxie entière. L'onde de choc se disperse dans toutes les directions. La matière éjectée enrichit le gaz environnant. Et dans ce gaz enrichi, dans des millions d'années, de nouvelles étoiles s'allumeront. Plus des géantes, des étoiles de la 2e, 3e, 10e génération. Des étoiles dans les systèmes desquelles se formeront des planètes sur lesquelles, peut-être, la vie émergera. Toute cette chaîne a commencé avec une seule étoile, avec une seule explosion. Webb a vu les traces de cette première explosion. Et c'est, les amis, l'une des découvertes les plus significatives de l'histoire de l'astronomie. Car ce n'est pas juste la détection d'un objet ancien, c'est la confirmation de toute la théorie de la nucléosynthèse, le processus grâce auquel l'univers est passé d'une soupe primitive d'hydrogène et d'hélium à un endroit chimiquement riche, capable d'engendrer la vie. Nous avons trouvé les racines de notre propre existence. Nous avons trouvé l'étoile qui est morte pour que nous puissions naître. Bien sûr, les scientifiques sont prudents. Ils parlent de candidats, de probabilités, de la nécessité de confirmations supplémentaires, mais les données sont impressionnantes. Le spectre coïncide trop bien avec les prédictions. La composition chimique correspond trop exactement au modèle. L'âge de la galaxie convient idéalement pour l'époque des premières étoiles. Tout concorde. Et si c'est vraiment le reste de l'explosion d'une étoile de population 3, cela signifie que nous voyons littéralement l'acte de création de la matière. Réfléchissez une seconde. Les atomes de carbone dans votre corps sont nés un jour dans les entrailles d'une étoile. Pas le Soleil, il est trop jeune, mais une certaine étoile qui a explosé il y a des milliards d'années. Son explosion a dispersé le carbone dans le cosmos. Ce carbone est entré dans la composition d'un nuage de gaz et de poussière. Le nuage s'est comprimé et a engendré le Soleil avec les planètes. Le carbone est arrivé sur Terre et devenu partie des molécules organiques. Les molécules ont évolué et au final s'est formé l'homme, composé de poussière d'étoiles. Littéralement, chaque atome dans votre corps est une ancienne étoile. Les premières étoiles de population 3 étaient des ancêtres de toutes les étoiles suivantes. Elles ont lancé le cycle, sont nées, ont brûlé, ont explosé, ont enrichi l'espace. La génération suivante d'étoiles était déjà plus riche en métaux. Elle aussi a brûlé et explosé, ajoutant encore plus d'éléments lourds. Et ainsi, génération après génération, jusqu'à ce qu'apparaisse le Soleil, une étoile de 3e ou 4e génération, dans le système de laquelle il s'est avéré y avoir assez d'éléments lourds pour la formation de planètes rocheuses de type Terre et pour l'émergence de la vie. Webb nous a montré un morceau de cette histoire, a montré le moment où tout commençait seulement, quand la première étoile a explosé et a semé les graines de la future diversité chimique. Ce n'est pas juste une belle image, c'est un témoignage documentaire du processus qui a mené à notre existence. Et la prise de conscience de cela coupe le souffle plus fort que n'importe quel film fantastique, parce que c'est réel, c'est arrivé, et nous pouvons le voir. Mais l'univers ne s'arrête pas aux galaxies lointaines et aux étoiles anciennes. James Webb regarde non seulement dans le passé,
Il regarde aussi dans la largeur du cosmos, explorant d'autres systèmes stellaires, les exoplanètes, des mondes tournant autour de soleils étrangers. Et certains de ces mondes ont apporté des surprises qui ont forcé les scientifiques à parler sérieusement de la possibilité de vie au-delà du système solaire. Planète K, 218b, distance de la Terre, 124 années-lumière. À l'échelle cosmique, c'est la cour voisine. La planète appartient à la classe des sous-neptuniennes, des objets de taille intermédiaire entre la Terre et Neptune. Il n'y a pas de telle planète dans le système solaire, mais il y en a beaucoup dans l'univers. La masse de K, 218b, est environ 9 fois supérieure à celle de la Terre. Elle tourne dans la zone habitable de son étoile, ni trop près, ni trop loin. Théoriquement, de l'eau liquide peut exister à sa surface. Webb a pointé ses instruments sur cette planète et a commencé à analyser son atmosphère. Comment analyse-t-on l'atmosphère à une distance de plus de 100 années-lumière? La méthode s'appelle la spectroscopie de transit. Lorsque la planète passe devant son étoile, une partie de la lumière stellaire traverse l'atmosphère de la planète. Les molécules dans l'atmosphère absorbent certaines longueurs d'onde. Webb enregistre cette lumière, la décompose en spectres et cherche des traces d'absorption. Par les lignes d'absorption, on peut déterminer quelles molécules sont présentes dans l'atmosphère. Et voici ce qu'on a découvert dans l'atmosphère de K, 218b. Méthane, dioxyde de carbone, vapeur d'eau. En soi, ces molécules ne sont pas uniques. Il y a du méthane sur Titan, du dioxyde de carbone sur Vénus et Mars, de la vapeur d'eau dans les nuages de Jupiter. Mais la combinaison des trois dans l'atmosphère d'une planète de la zone habitable, c'est déjà intéressant, car sur Terre, c'est précisément une telle combinaison qui est en partie liée à la vie. Le méthane dans l'atmosphère terrestre est produit par des bactéries. La vapeur d'eau est le résultat de l'évaporation des océans. Le dioxyde de carbone est libéré lors de la respiration et de la décomposition de la matière organique. Bien sûr, tous ces gaz peuvent se former sans vie aussi. Le méthane est libéré par les volcans. L'eau s'évapore de n'importe quelle surface à la température appropriée. Le dioxyde de carbone est un produit du volcanisme et des réactions chimiques dans la croûte. Mais tout de même, la combinaison de ces trois molécules dans certaines proportions peut faire allusion à des processus biologiques. Et puis, ils ont trouvé encore quelque chose, le diméthylsulfure. Une molécule avec la formule 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un atome de soufre. Sur Terre, le diméthylsulfure est produit par les algues marines. C'est elles qui donnent l'odeur caractéristique de la mer. En soi, le diméthylsulfure dans l'atmosphère est extrêmement instable. Il se détruit rapidement sous l'action du rayonnement ultraviolet et de la réaction avec l'oxygène. Pour qu'il soit présent en quantité notable, une source constante est nécessaire. Sur Terre, cette source est la vie. Et sur K, 218b, les premiers rapports sur le diméthylsulfure ont provoqué une tempête d'émotions. Les titres dans les médias criaient « Des traces de vie trouvées sur une autre planète ». Les scientifiques appelaient à la prudence. Le fait est que la certitude de la détection du diméthylsulfure n'est pas à 100%. Les lignes spectrales sont faibles, peuvent être un artefact du traitement des données ou le résultat de la superposition de lignes d'autres molécules. Il faut des observations répétées, des mesures plus précises, des confirmations indépendantes. Ils ont répété l'observation, et c'est là que la confusion a commencé. Une équipe de scientifiques a confirmé la présence de diméthylsulfure. Une autre n'a pas trouvé de preuves convaincantes. Une troisième a supposé que les lignes pouvaient appartenir à l'éthane ou à d'autres hydrocarbures, et non au diméthylsulfure.
Les spectres sont complexes. L'atmosphère est dense. Beaucoup de molécules se superposent les unes aux autres. Les séparer n'est pas simple. Ajoutons à cela encore un problème. K 218b reçoit de son étoile environ autant d'énergie que la Terre du Soleil. Mais son atmosphère est plusieurs dizaines de fois plus massive que celle de la Terre. Cela signifie un effet de serre monstrueux. La température à la surface peut atteindre plusieurs centaines de degrés. Avec une telle chaleur, l'eau n'est pas liquide, mais vaporeuse. Il n'y a pas d'océan. Et s'il n'y a pas d'océan, d'où viennent les algues? D'où vient le diméthylsulfure d'origine biologique? Une des hypothèses suppose que K 218b est une planète icéan, un type hypothétique de planète avec un océan profond sous une épaisse atmosphère d'hydrogène. L'eau peut y rester liquide même à des températures élevées à cause de l'énorme pression, comme dans les profondeurs des océans terrestres, où l'eau reste liquide à des températures supérieures à 100 degrés. Si c'est le cas, alors dans les profondeurs de l'océan, la vie pourrait théoriquement exister. Des micro-organismes adaptés à la haute pression et température, ils produiraient du diméthylsulfure, qui monterait dans l'atmosphère et serait enregistré par Webb. Cela semble fantastique, et c'est vraiment de la science-fiction. Jusqu'à preuve du contraire, car des explications alternatives existent aussi. Le diméthylsulfure peut se former à la suite de réactions chimiques dans l'atmosphère. Les volcans peuvent rejeter des composés de soufre qui réagissent avec le méthane. La photochimie sous l'action du rayonnement ultraviolet de l'étoile est capable de produire des molécules organiques complexes. La vie n'est pas nécessairement requise, juste de la chimie. Mais même si le diméthylsulfure s'avère être le résultat de processus abiogéniques, la planète K 218b reste quand même unique, car dans son atmosphère se produit quelque chose que nous n'avions vu nulle part auparavant. Un cocktail chimique complexe, des molécules organiques, peut-être une chimie prébiologique, c'est-à-dire des processus qui pourraient un jour mener à la naissance de la vie, même si elle n'est pas là maintenant. Et c'est ce qu'il y a de plus captivant dans les recherches sur les exoplanètes. Nous ne comptons pas simplement les planètes, nous étudions leurs atmosphères. Nous voyons quelles molécules s'y trouvent. Nous comprenons quelles réactions chimiques ont lieu. Nous évaluons le potentiel pour la vie. Webb a transformé les exoplanètes de points abstraits de lumière en mondes concrets, avec une chimie concrète. Maintenant, nous pouvons dire non seulement « il y a une planète là-bas », mais là-bas, il y a une planète avec du méthane et de la vapeur d'eau, peut-être avec un océan, peut-être habitable. Bien sûr, nous n'obtiendrons pas de réponse définitive à la question de la vie sur K 218b dans un avenir proche. Pour cela, il faut des télescopes encore plus puissants, il faut des méthodes d'imagerie directe de la planète, et pas seulement la spectroscopie lors du transit. Il faut des décennies d'observation. Mais le premier pas est fait. Nous savons quoi chercher, nous savons quelles molécules considérer comme des biomarqueurs, nous savons où il y a des candidats pour des mondes habitables. Et K 218b n'est pas la seule planète de ce genre. Webb a déjà étudié des dizaines d'exoplanètes, a trouvé de la vapeur d'eau sur plusieurs, a découvert du méthane sur une paire d'autres, a enregistré du dioxyde de carbone sur des Jupiters chauds. Chaque planète ajoute un morceau à la mosaïque de notre compréhension. Quelque part, il fait trop chaud pour la vie. Quelque part, trop froid. Quelque part, il n'y a pas d'eau. Quelque part, il n'y a pas les éléments chimiques nécessaires. Mais quelque part, peut-être, les conditions sont juste appropriées. Et nous continuons de chercher ce quelque part. Les atmosphères des exoplanètes, c'est une chanson à part. Chaque atmosphère est unique. Il y a des planètes avec des nuages de fer fondu.
Il y a des planètes où il pleut des diamants. Il y a des mondes enveloppés de vapeur d'eau si densément qu'on ne voit pas la surface. Webb voit toute cette diversité. Il mesure la température à différentes altitudes, détermine la vitesse des vents, trouve des traces de nuages et de brouillards, les Jupiters chauds, des géantes gazeuses, tournant très près de leurs étoiles. Du côté jour, la température atteint 2 à 3 000 degrés. Le fer s'y évapore. Des nuages de vapeur de métaux se forment. Le côté nuit est plus froid. Les métaux se condensent et tombent en pluie. On obtient un cycle infernal. Le fer s'évapore du côté jour, les vents le transportent du côté nuit. Là, il refroidit et tombe vers le bas. Et d'en bas, il chauffe à nouveau et s'évapore. Webb voit ces processus dans les spectres. Ou prenons les planètes verrouillées par les marées à leur étoile. Un côté regarde toujours l'étoile, l'autre est dans une nuit éternelle. Du côté jour, il peut y avoir un océan de lave bouillante, du côté nuit, un désert gelé. Entre eux, une étroite bande du Terminateur, une zone de crépuscule éternel où la température est modérée. Théoriquement, c'est précisément dans cette bande que pourrait exister de l'eau liquide et, peut-être, la vie. Webb étudie de telles planètes, essayant de comprendre s'il y a vraiment un transfert de chaleur du côté jour au côté nuit, ou si ce sont deux zones climatiques isolées. La spectroscopie montre non seulement la composition chimique, mais aussi la dynamique de l'atmosphère. Par le décalage Doppler des lignes spectrales, on peut déterminer la vitesse du vent, par la largeur des lignes, la température, par leur intensité, la concentration des molécules. On obtient une image tridimensionnelle de l'atmosphère. Ce qui se trouve où, comment ça bouge, comment c'est chauffé. Pour certaines planètes, les scientifiques ont déjà construit des modèles détaillés de circulation de l'atmosphère, presque comme les modèles météorologiques pour la Terre. Et chaque modèle de ce type est un pas vers la compréhension de comment fonctionnent les planètes en général. La Terre est un exemple, mais pour comprendre les lois, il faut des statistiques, il faut des centaines d'exemples. Webb fournit ces exemples. Il montre « Voici à quoi ressemble l'atmosphère d'une planète avec un fort champ magnétique, et voici sans champ magnétique. Voici une planète avec une rotation rapide, et voici avec une lente. Voici une planète dans la zone habitable, et voici au-delà de ses limites. » En comparant, les scientifiques déduisent des régularités générales. Une de ces régularités s'est déjà dessinée. Les planètes de type terrestre conservent rarement des atmosphères denses si elles tournent trop près de l'étoile. Le vent stellaire et le rayonnement soufflent les gaz. Il reste une surface rocheuse nue. C'est une mauvaise nouvelle pour la recherche de vie dans les systèmes de naines rouges, car la zone habitable y est située près de l'étoile. Mais tout n'est pas perdu. Certaines planètes réussissent à conserver une atmosphère même dans de telles conditions. Peut-être qu'elles ont un puissant champ magnétique protégeant du vent stellaire, ou qu'elles sont assez massives pour que la gravité retienne les gaz. Il y a beaucoup de nuances. Webb mesure ces nuances pour chaque planète, l'une après l'autre, construit des statistiques. Dans quelques années, nous aurons une base de données de centaines d'exoplanètes avec des atmosphères étudiées en détail. Cela permettra de faire des prévisions. Telle planète avec tel paramètre aura très probablement telle atmosphère, et donc telle condition, et donc tel potentiel pour la vie. Des trouvailles éparses se formera un système, et un système c'est déjà de la science, mais les systèmes stellaires étrangers n'intéressent pas seulement James Webb. Notre système solaire natal est aussi tombé dans ses objectifs. Et il s'est avéré que même les planètes familières peuvent paraître complètement différentes si on les regarde dans la lumière infrarouge. Les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, se sont présentées devant nous
sous une nouvelle apparence. Commençons par Jupiter. Tout le monde connaît sa grande tache rouge, un ouragan géant faisant rage depuis déjà quelques siècles. Nous avons vu les bandes de nuages encerclant la planète. Mais Webb a montré des détails qui étaient auparavant inaccessibles. Il voit l'atmosphère de Jupiter dans la gamme infrarouge, ce qui signifie qu'il voit la chaleur. Les zones chaudes brillent plus fort, les froides plus sombrement. On obtient une carte des températures avec une précision incroyable. Il s'est avéré que sur les pôles de Jupiter brillent constamment des aurores polaires. Pas comme sur Terre épisodiquement, quand le vent solaire est particulièrement fort. Non, sur Jupiter elles brillent toujours, puissantes, brillantes, couvrant d'énormes zones. La raison est dans le champ magnétique très puissant de la planète. Il capture les particules chargées du vent solaire et les dirige vers les pôles. Là, les particules entrent en collision avec les atomes dans l'atmosphère et provoquent une lueur. Webb voit cette lueur dans la gamme infrarouge, ce qui donne des informations sur la composition chimique des couches supérieures de l'atmosphère. Webb a aussi distingué les fins anneaux de Jupiter. Oui, Jupiter a aussi des anneaux, pas aussi impressionnants que ceux de Saturne, mais ils sont là, très fins, composés de poussière. Dans la lumière visible, on ne les voit presque pas, éclipsés par la luminosité de la planète elle-même, mais dans la gamme infrarouge, avec le bon traitement des images, les anneaux apparaissent. Maintenant, nous connaissons mieux leur structure, savons de quoi ils sont composés, pouvons construire des théories sur leur origine. Saturne est une histoire à part entière. Tout le monde connaît ces anneaux. Mais quand Webb a regardé Saturne, l'image est sortie étrange. Le disque même de la planète paraissait sombre, presque noir, et les anneaux dorés, brillants. Pourquoi un tel contraste ? Parce que le méthane dans l'atmosphère de Saturne absorbe activement le rayonnement infrarouge. La planète pour Webb est comme un trou noir. Par contre, les anneaux sont composés de glace. La glace réfléchit bien la lumière infrarouge. On obtient une planète sombre, encadrée d'anneaux dorés. Un spectacle fantastique. Sur les clichés de Saturne, on voit aussi ses satellites, Thétis, Encelade, Dionée, de petits mondes glacés, chacun avec son histoire. Encelade est particulièrement intéressant. On y a découvert des geysers projetant de la vapeur d'eau dans l'espace. Sous la croûte de glace de ce satellite se cache un océan liquide. Peut-être que la vie pourrait y exister. Des micro-organismes vivant dans des sources chaudes au fond de l'océan, comme cela se produit dans les évents hydrothermo-terrestres. Webb peut étudier la composition des rejets d'Encelade et comprendre quelle chimie s'y produit. Uranus et Neptune. Les géantes de glace, les planètes les plus lointaines et les moins étudiées du système solaire. Seul un appareil, Voyager 2, les a visités dans les années 80 du siècle dernier. Depuis lors, toutes les données sur elles, nous les recevons à l'aide de télescopes. Et James Webb les a montrées dans des détails que personne n'avait vus. Les anneaux d'Uranus. Cette planète a aussi des anneaux, fins, sombres, de poussière et de débris. Dans la lumière visible, on les distingue à peine. Webb, dans la gamme infrarouge, a vu 11 des 13 anneaux connus. Plus a découvert une étrange lueur au-dessus du pôle nord de la planète. Une tache brillante dans l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est ? Une aurore polaire, un nuage de glace de méthane ou un processus atmosphérique inconnu. Les scientifiques analysent les données. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse univoque. Neptune s'est présenté dans toute sa splendeur. Sur les clichés de Voyager, il paraissait d'un bleu saturé. Webb l'a montré presque blanc avec des taches sombres. Cela ne veut pas dire que la planète a changé de couleur. C'est juste que nous la voyons dans une autre gamme.
La lumière infrarouge montre la structure des nuages, et pas leur couleur. Et cette structure s'est avérée complexe. Une multitude de tourbillons, des bandes, des taches d'activité orageuse. Une ligne brillante près de l'équateur, peut-être un signe de circulation globale de l'atmosphère. Sur les clichés de Neptune, on voit distinctement ces anneaux. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, nous avons vu les anneaux de Neptune dans une telle qualité. Ils sont fins, presque éphémères, composés de poussière, peut-être avec un mélange de glace. D'où viennent-ils? Peut-être que ce sont les restes d'un satellite détruit ou du matériel éjecté lors de collisions de météorites avec les lunes de Neptune, on ne sait pas exactement. Mais maintenant, nous avons des images détaillées qui aideront à comprendre. Triton, le plus grand satellite de Neptune. Il brille sur les clichés de Webb comme une petite étoile. Triton est unique. Le seul grand satellite dans le système solaire tournant dans la direction opposée par rapport à la rotation de sa planète. Cela indique qu'il ne s'est pas formé avec Neptune, mais a été capturé par sa gravité. Très probablement, Triton est un ancien objet de la ceinture de Kuiper qui a volé trop près de Neptune. Sur Triton, on a découvert des cryovulcanes. Pas des volcans ordinaires crachant de la lave, mais glacés, crachant de l'azote liquide ou du méthane. Sous la surface de Triton, il peut y avoir un océan. Les forces de marée de Neptune chauffent les entrailles du satellite, empêchant l'eau de geler complètement. S'il y a un océan là-bas, s'il y fait chaud, s'il y a des molécules organiques, théoriquement la vie pourrait y exister. Bien sûr, c'est un très grand si, mais le fait même qu'une telle question puisse être posée sérieusement est déjà une réussite de la science. Webb peut étudier les atmosphères des planètes géantes à différentes profondeurs. Il voit non seulement la couche nuageuse, mais aussi ce qui est en dessous. Le rayonnement infrarouge pénètre à travers les nuages de méthane et d'ammoniac, permettant de regarder dans les couches inférieures de l'atmosphère. Là, c'est une autre chimie, d'autres températures, d'autres processus. En comparant les données sur différentes altitudes, les scientifiques construisent des modèles tridimensionnels de circulation atmosphérique. Ces modèles sont nécessaires non seulement pour comprendre Jupiter ou Saturne, ils sont nécessaires pour comprendre les planètes géantes en général, car les géantes gazeuses sont le type de planète le plus répandu dans l'univers, du moins parmi celles que nous détectons. En étudiant l'atmosphère de Jupiter, nous apprenons à comprendre les atmosphères de milliers d'exoplanètes géantes. Les régularités découvertes ici sont applicables là-bas. La physique est une pour tous. Et voici ce qui est frappant. Même les planètes de notre système solaire, que nous étudions depuis plus d'un siècle, sont encore pleines de surprises. Chaque nouvel instrument révèle de nouveaux détails. Webb nous a montré Jupiter, avec des aurores polaires permanentes, Saturne avec des structures nuageuses invisibles, Uranus avec une étrange lueur au-dessus du pôle, Neptune avec une bande brillante sur l'équateur. Tout cela était là depuis toujours, mais nous ne le voyions pas. Il n'y avait pas d'instrument. Maintenant, il y en a un, et nous voyons. Les anneaux des planètes géantes ne sont pas juste de belles décorations. C'est un laboratoire pour l'étude des processus de formation des systèmes planétaires. Chaque anneau garde une histoire, l'histoire des collisions, l'histoire des satellites détruits, l'histoire des danses gravitationnelles entre la planète et son environnement. Et Webb lit cette histoire dans la lumière infrarouge. Les anneaux de Saturne sont les plus connus et les plus brillants, mais même avec eux, tout n'est pas si simple. Pendant longtemps, on considérait que les anneaux étaient anciens, formés avec la planète il y a des milliards d'années. Puis, les données de la sonde Cassini ont montré. Les anneaux sont jeunes. Ils n'ont que quelques centaines de millions d'années. C'est récent selon les normes cosmiques.
Cela signifie que les anneaux sont le résultat d'une catastrophe relativement fraîche. Peut-être qu'un grand satellite s'est détruit en s'approchant trop près de Saturne, ou qu'une comète est entrée dans le système et a été déchirée par les forces de marée. Webb voit dans les anneaux des détails qu'il était impossible de distinguer auparavant. De fines fentes, des ondes de densité, des endroits où la gravité des satellites crée une perturbation dans l'anneau. Tout cela permet de reconstituer la dynamique du système, de comprendre comment les particules de glace interagissent entre elles, comment la gravité forme les structures, comment fonctionne la mécanique des anneaux. Il est intéressant de noter que les anneaux de Saturne ne sont pas homogènes. Il y a des zones de glace pure, il y a des zones avec un mélange de pierre et de poussière, il y a des anneaux denses, presque opaques, et il y en a des raréfiés, à travers lesquels on voit la planète. Chaque anneau a sa propre orbite, sa propre vitesse de rotation, sa propre masse. Ils ne fusionnent pas en une structure unique grâce aux résonances gravitationnelles avec les satellites. Les lunes bergères retiennent par leur gravité les anneaux dans des bandes étroites, les empêchant de s'étaler. Chez Uranus, les anneaux sont tout autres, sombres, étroits, presque invisibles. On ne les a découverts qu'en 77, quand Uranus passait devant une étoile lointaine, et que les anneaux ont occulté sa lumière. Depuis lors, on les a étudiés épisodiquement. Webb a donné la première image détaillée dans la gamme infrarouge. Il s'est avéré que les anneaux d'Uranus sont composés d'un matériau très sombre. Peut-être que ce sont des composés organiques, noircis sous l'action du rayonnement cosmique ou du carbone sous une certaine forme. Cela les distingue radicalement des anneaux de glace de Saturne. Pourquoi une telle différence? Peut-être que c'est une question d'histoire de formation. Saturne se trouve plus près du Soleil. Il y a là plus de glace. Uranus est plus loin. Là, il y avait plus de matière organique au départ. Et peut-être que la différence réside dans la façon dont les anneaux se sont formés. Si les anneaux de Saturne sont le résultat de la destruction d'un satellite de glace et les anneaux d'Uranus les restes d'une comète capturée, riche en matière organique, alors les différences de composition sont explicables. Mais ce sont des hypothèses, nous ne savons pas exactement. Neptune a aussi des anneaux, les plus ternes et lointains de tous. Avant Webb, on ne les avait vus qu'une seule fois. Voyager d'eux est passé à côté et a pris quelques clichés. Pendant plus de 30 ans, les astronomes n'ont pas pu obtenir de nouvelles images détaillées. Trop loin, trop ternes. Webb a changé la situation. Ces détecteurs infrarouges sensibles ont capté la faible lueur des anneaux de Neptune. Maintenant, nous voyons leur structure. Voyons que les anneaux sont hétérogènes. Il y a des zones plus denses. Il y en a des raréfiées. Il y a des arcs. D'étranges concentrations de matière sur certaines portions de l'orbite. Que sont ces arcs? Habituellement, la matière dans l'anneau se répartit uniformément sur l'orbite. La gravité et la collision des particules égalisent la densité. Mais dans les anneaux de Neptune, il y a des endroits où la matière s'est accumulée davantage, comme si quelqu'un avait rassemblé la poussière en petits tas et les avait disposés sur le cercle. La théorie explique cela par des résonances gravitationnelles avec le satellite Galatée. Son orbite est proche de l'orbite d'un des anneaux, et la gravité crée des points stables où la matière s'accumule, mais les mécanismes détaillés sont encore à l'étude. Les anneaux ne sont pas des structures statiques. Ils vivent, changent. Les particules entrent en collision, se brisent, se collent. Les satellites les perturbent par la gravité. Les météorites entrent dedans et ajoutent du nouveau matériel. Certaines particules perdent de l'énergie et tombent sur la planète. D'autres, au contraire, gagnent de l'énergie et s'envolent dans l'espace. Les anneaux évoluent, et en les observant maintenant, nous ne voyons qu'un moment dans la longue histoire de leur changement.
Mais les anneaux, ce n'est pas encore tout le système solaire. Il y a une multitude de petits corps qui sont aussi tombés sous le regard attentif de Webb. Astéroïdes, comètes, objets de la ceinture de Kuiper. Chacun d'eux est une capsule temporelle, gardant des informations sur la formation du système solaire. L'astéroïde Psyché est un objet unique. Il est presque entièrement composé de métal, de fer et de nickel. On considère que c'est le noyau nu d'une protoplanète qui existait autrefois entre Mars et Jupiter, mais qui a été détruite par des collisions dans le jeune système solaire. Le manteau rocheux s'est détaché. Il ne reste que le noyau métallique. Webb a étudié la lumière réfléchie par Psyché et a confirmé « Oui, il y a principalement du métal ». Cela donne une opportunité unique de regarder à l'intérieur d'une planète sans la forer, car nous n'avons pas de moyen d'atteindre le noyau de la Terre. Il est sous 3000 km de manteau brûlant. Et Psyché est un noyau planétaire tout près, accessible pour l'étude. Les centaures, une classe d'objets dont les orbites se situent entre Jupiter et Neptune. Ils occupent une position intermédiaire entre les astéroïdes du système interne et les objets de la ceinture de Kuiper. L'un d'eux, Chiron, est devenu la cible des observations de Webb. On a découvert que sur la surface de Chiron, il y a de la glace, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone, et dans la fine atmosphère qui apparaît à l'approche du Soleil, du méthane. Cela indique que les centaures proviennent vraiment des régions froides, au-delà de Neptune, et ont été éjectés vers la partie interne du système par des perturbations gravitationnelles. Les comètes, des messagers des profondeurs du système solaire. Elles se formaient loin du Soleil, où il faisait froid, et les substances volatiles pouvaient se condenser. Quand une comète s'approche du Soleil, les glaces à sa surface commencent à s'évaporer, formant une chevelure et une queue. Webb a observé plusieurs comètes et a découvert dans leur rejet des molécules organiques complexes. Formaldéhyde, méthanol, éthane, acétylène. Les blocs de construction de la chimie organique. Cela confirme l'hypothèse selon laquelle les comètes auraient pu apporter la matière organique sur la jeune Terre, lançant le processus qui, au final, a mené à l'apparition de la vie. Une des comètes, une invitée interstellaire, entrée dans le système solaire depuis un autre système stellaire. Webb a eu le temps de l'étudier pendant qu'elle passait à côté. La composition chimique s'est avérée similaire aux comètes de notre système. Cela laisse entendre que les processus de formation des comètes sont universels. Dans d'autres systèmes stellaires, il se passe la même chose que dans le nôtre. Une seule et même physique, une seule et même chimie. Et cela signifie que la matière organique est répandue dans l'univers plus largement que nous le pensions. La ceinture de Kuiper, une énorme région au-delà de l'orbite de Neptune, peuplée de milliers de corps glacés. Pluton est le plus connu d'entre eux, bien qu'il soit maintenant considéré comme une planète naine. Webb a étudié plusieurs objets de la ceinture de Kuiper et a découvert sur leur surface une diversité de glaces. Glace d'eau, glace de méthane, glace d'azote, glace de dioxyde de carbone. Différents objets ont une composition différente, ce qui parle de conditions différentes de leur formation ou d'une histoire différente d'évolution. Certains objets de la ceinture de Kuiper ont leur propre satellite, de petites lunes tournant autour de planètes naines. En étudiant leurs orbites, on peut déterminer la masse du corps central, en étudiant leur spectre, comprendre de quoi ils sont composés. Il s'est avéré que beaucoup de ces systèmes ne se sont pas formés comme des planètes classiques, mais par capture ou collision. La ceinture de Kuiper n'est pas un étang calme. Il s'y produisait et s'y produit des collisions, des éjections, des captures, un environnement dynamique. Et tout cela est notre système solaire, familier, étudié, semblerait-il, mais chaque nouvel instrument montre. Nous en savons moins que nous le pensions.
les petits corps gardent les secrets de la formation du système. Les anneaux des planètes racontent leur histoire. Les satellites laissent entendre la possibilité de vie dans des endroits inattendus. Même dans la maison natale, il reste des coins inexplorés. Et maintenant, tournons-nous vers l'une des plus belles classes d'objets que Webb observe, les nébuleuses, des nuages de gaz et de poussière brillants dans le cosmos. Des lieux de naissance d'étoiles, des lieux de mort d'étoiles, des lieux où la chimie du cosmos fait des miracles. La nébuleuse d'Orion, la pouponnière stellaire la plus connue, visible même à l'œil nu, comme une tache floue sous la ceinture d'Orion. En réalité, c'est un nuage géant de gaz, à l'intérieur duquel naissent en ce moment même des centaines de nouvelles étoiles. Hubble a montré des clichés époustouflants d'Orion. Webb est allé plus loin. Sa vision infrarouge a pénétré à travers la poussière, opaque pour la lumière visible, et a montré la structure interne de la nébuleuse. Là, on a vu des disques protoplanétaires, des nuages plats de gaz et de poussière tournant autour de jeunes étoiles. C'est précisément de tels disques que se forment les planètes. Webb a distingué des dizaines de disques de tailles différentes et à différents stades de développement. Certains ont seulement commencé à se former, d'autres sont déjà assez denses pour que des planètes y naissent. C'est une occasion unique de voir le processus de naissance des systèmes planétaires en temps réel. Au centre de la nébuleuse d'Orion se trouve un groupe d'étoiles jeunes et massives, le trapèze d'Orion. Ces étoiles émettent un puissant ultraviolet qui ionise le gaz environnant et le force à briller. Webb voit comment le rayonnement ultraviolet détruit les disques protoplanétaires autour des étoiles proches du trapèze. Les disques s'évaporent sous l'assaut du rayonnement. Les planètes n'ont là aucune chance de se former. Des conditions rudes. Mais aux abords de la nébuleuse, loin des étoiles massives, les disques vivent et se développent calmement. Là, les conditions sont idéales pour la formation de systèmes planétaires. Assez de matériel, pas trop de rayonnement, une température modérée. Webb observe ces disques, étudie leur composition chimique, trouve des molécules d'eau, trouve de la matière organique, tout le nécessaire pour de futures planètes et, peut-être, pour la vie future. Les piliers de la création, structure célèbre dans la nébuleuse de l'Aigle. Hubble en a fait une image culte. 3 piliers géants de gaz et de poussière, à l'intérieur desquels se forment de nouvelles étoiles. Webb a refotographié les piliers de la création en lumière infrarouge. Le résultat a stupéfié. Des détails sont apparus qu'on ne voyait pas auparavant. À l'intérieur des piliers, on a découvert des nœuds de densité accrue, des embryons de futures étoiles. Des étoiles au tout premier stade de formation, n'ayant pas encore commencé les réactions thermonucléaires. Les bords des piliers sont éclairés par le rayonnement de jeunes étoiles chaudes à proximité. Ce rayonnement détruit lentement les piliers, évaporant le gaz. Le processus prend des millions d'années, mais il est en cours. Un jour, les piliers disparaîtront, de nouvelles étoiles s'allumeront, et leur berceau se dissipera dans l'espace. Nous observons un moment dans ce processus. Une photographie d'une durée de millions d'années, comprimée en un instant d'observation. Les nébuleuses planétaires, résultat de la mort d'étoiles de type Soleil. Quand une telle étoile épuise son carburant, elle rejette ses enveloppes externes. Les enveloppes s'envolent dans l'espace, formant une belle structure autour du noyau mourant. Webb a observé plusieurs nébuleuses planétaires et a découvert en elles une incroyable diversité de formes. Il y en a des sphériques, des bipolaires, avec des éjections dans 2 directions opposées, des structures multicouches complexes. L'une des nébuleuses, NGC 3132. Webb et l'intelligence artificielle
ont aidé les scientifiques à voir des détails auparavant cachés. Des anneaux de matière, rejetés par l'étoile, à différentes étapes de son évolution. Chaque anneau correspond à un épisode séparé de perte de masse, comme les cernes d'un arbre seulement à des échelles cosmiques. En comptant les anneaux, on peut reconstituer l'histoire des derniers milliers d'années de la vie de l'étoile. Au centre de la nébuleuse planétaire se trouve toujours une naine blanche, le noyau chaud et dense de l'ancienne étoile. Il est de la taille de la Terre, mais de la masse du Soleil. Une densité monstrueuse. Une cuillère à café de matière de naine blanche pèserait plusieurs tonnes. La naine blanche émet des ultraviolets qui forcent l'enveloppe rejetée à briller. Sans ce rayonnement, la nébuleuse serait invisible. Webb étudie la composition chimique des nébuleuses planétaires. Il y trouve des éléments synthétisés dans les entrailles de l'étoile avant sa mort: carbone, azote, oxygène. Ces éléments voyagent maintenant dans le cosmos et entreront un jour dans la composition de nouvelles étoiles et planètes. Le cycle de la matière dans l'univers. Les étoiles naissent, vivent, meurent et donnent leur matériel à la génération suivante.